Bonjour, je me présente Paul-Robert Raymond, je suis journaliste et aussi passionné d'aviation. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Pierre-Henri Chuet, de son nom de guerre ou call sign en anglais, AT. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour, enchanté. Enchanté. Comment ça va en France aujourd'hui? Comment la température, elle est comment? Il fait chaud, là c'est la canicule, je suis en Provence et il fait pas froid. Donc on va pas se plaindre, c'est l'été. Donc, une idée de la température, c'est combien en Celsius? En Celsius, là, on est dans les 36 en ce moment, 36 degrés à peu près. Donc il fait combien sur la belle province? Ah, on est aux alentours de 30, des fois qu'un petit facteur humidex qui peut frôler les 33-34 degrés, donc c'est vraiment désagréable. Aujourd'hui, c'est moins pire que les autres journées, mais on a eu notre série, on a eu quasiment comme 2-3 canicules, une par derrière l'autre au Québec, chose qu'on n'a jamais vue depuis plusieurs années. Donc, on commence à s'habituer, mais des fois, on a hâte qu'il fasse un petit peu plus frais. Il y a une question que je me pose, d'où vient le nom AT? Alors AT, c'est comme tu l'as dit mon nom de guerre, c'est un jeu de mots avec mon nom de famille, Chuet, donc AT Chuet, AT Souhait, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit jeu de mots. Quand j'étais en formation dans l'US Navy, Chuet, les Américains avaient du mal à le prononcer, donc ils disaient Chewie. Et Chewie, c'est Chewbacca dans Star Wars, donc initialement c'était Chewie et c'est devenu Chuet, c'est devenu AT. Donc rien de bien secret derrière tout ça, mais ça passe bien à la radio, donc je vais pas me plaindre. Et qui est Pierre-Henri Chuet ou AT? Dans un premier temps, j'étais dans le sport. Je fais 5 championnats de France dans 5 sports différents. Triathlon, duathlon, des sports aériens, donc on va dire un petit peu compétiteur dans l'âme. Derrière, militaire dans la marine française, donc je suis franco-canadien de par ma mère qui est de Montréal. Militaire français pendant 13 ans, formation aux États-Unis de pilote de chasse embarqué, 9 années en unité opérationnelle en France, super étendard, Rafale depuis le porte-avions français, des opérations en Irak après les attentats terroristes du Bataclan, où j'ai travaillé avec des Canadiens, des Américains, des Français, une multitude de nations différentes, des meetings aériens et maintenant pilote de ligne en Amérique du Nord dans une grande compagnie que vous connaissez bien au Canada sur Boeing 737 MAX et à côté de ça, auteur sur les méthodes au-delà de l'aérien, youtubeur, ça c'est la partie un peu nouvelle depuis quelques mois, et père de 3 enfants, ce qui est important car également très chronophage. Donc voilà en résumé. Et j'ai 33 ans, mais bientôt 34. Donc ça vieillit bien. C'est un CV bien rempli pour quelqu'un de ton âge. Maintenant, avec tout ça, de quoi tu es le plus fier? Ah bah forcément les enfants dans un premier temps. J'ai 2 filles et un petit garçon. Donc ça dans un premier temps. Et je pense que la chose que je préfère, c'est la capacité à faire un peu tout ça de front. Donc à la fois élever des enfants, m'en occuper, être pilote de ligne, continuer à faire du sport, avoir une entreprise anglaise qui fonctionne pas trop mal, être assez présent sur la toile pour partager les méthodes de l'aérien. Donc je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est réussir à être vraiment multi-casquette, avoir cette capacité à passer d'une casquette à l'autre, même parfois dans la même heure, et à réussir à faire un panel d'activités assez varié, chose dans laquelle je prenais beaucoup de plaisir dans le triathlon, dans le sport, et je l'ai amené un petit peu au-delà du sport pour le coup. Et je pense que c'est la chose dont je suis la plus fier, cette capacité à switcher d'une tâche, d'un métier à l'autre presque. Maintenant, vu que tu donnes des conférences et conférencier, comment arrives-tu à faire le lien entre aviation, l'individu, le monde des affaires? En fait, c'est assez facile. Je suis parti du constat qu'on était tous aux commandes de notre propre aéronef. Tous les matins, quand tu te réveilles, tu es aux commandes de ton propre monoplace. Ce monoplace, il vaut bien plus que 100 millions d'euros ou 100 millions de dollars canadiens si c'est un avion en dollars canadiens. Et à partir de là, ce qui fait un commandant de bord, et Paul Robert, tu le sais, même dans les sports automobiles, c'est la même chose. À partir du moment où tu es responsable d'une voiture ou d'un avion, souvent quand on te confie, par exemple si je te confie une Lamborghini ou même un avion de voltige ou autre, tu te sens responsable du matériel et tu vas vraiment avoir un état d'esprit de responsabilité, tu vas faire des checklists, tout ça. Et dès qu'on sort de notre matériel qui vaut cher, on a tendance un peu à l'oublier et on gère nos vies de manière différente. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer aux gens que ce changement d'état d'esprit n'a pas lieu d'être
et qu'on peut continuer à utiliser ces méthodes qui marchent très bien, qui permettent de compter sur un porte-avions, qui permettent d'être très efficaces au combat. On peut les utiliser dans notre quotidien et que c'est principalement au niveau de l'état d'esprit et de la méthodologie que ça s'opère. Donc je travaille principalement là-dessus, mais c'est juste, on va dire, la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a plein de choses qui en découlent, la communication, le leadership, le followership. Donc c'est un peu toutes ces choses-là, et fonction des gens avec qui j'interagis. Vous avez plutôt besoin de followership, plutôt besoin de communication, plutôt besoin de ci. En fait, j'ai des sortes de trousses à outils qu'on vient sortir en fonction du client, en fonction de la personne avec qui on interagit. Excellent. Et cette vision-là, comment on peut l'appliquer à la situation actuelle quand on connaît avec la COVID-19 et toute la pandémie, l'arrêt de l'économie, etc.? Alors ça, c'est un point intéressant. Et souvent, les gens me disent, ah mais vous, en tant que pilote, c'est très structuré, vous savez exactement ce qui doit se passer. Alors ça peut être vrai en meeting aérien. J'ai eu la chance de faire des meetings aériens où là, eh bien, c'est une sorte de chorégraphie où tout est réfléchi, anticipé. Quand tu pars faire une mission de guerre en Irak, tu fais principalement, toutes les missions que j'ai faites, c'était de l'appui de troupes au sol. Tu as un cadre qui est connu. Tu vas faire à peu près 8 heures dans l'avion, 6h30 de vol, tu as une heure de catapultage. Donc de départ du porte-avions, 1 heure de retour. Mais ce qui va vraiment se passer pendant ces 6h30, tu ne sais pas vraiment parce que ça dépend de tes clients et des forces spéciales au sol. Là où je veux en venir, c'est qu'à l'heure actuelle, dans une société, on connaît un peu le cadre. Néanmoins, c'est évolutif, ça va très vite et il faut avoir cette capacité de s'adapter, d'être dans l'hyper-agilité. Et c'est vraiment ces méthodes-là qui fonctionnent dans un avion. On est obligé d'être dans l'hyper-agilité. Vous étiez en train de ravitailler, tout de suite, il y a des Marines qui sont pris à partie. Il faut aller aider les Marines. Il faut être capable de raligner son équipe, de raligner tout son personnel, son matériel, sa capacité de production vers un objectif qu'on n'avait pas forcément en tête il y a encore 2 minutes. Et je pense que cette capacité de se raligner vers de nouveaux objectifs, de délivrer, et derrière d'analyser comment on a performé de manière derrière à pouvoir s'améliorer si la situation doit revenir. Donc une sorte de méthodologie d'anticipation, d'analyse, de briefing, de conduite et de débriefing. C'est quelque chose qui peut être très utile à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se digitalisent, beaucoup d'entreprises qui essayent de trouver des nouveaux business models et il faut aller très très vite pour pouvoir survivre. Donc j'ai malheureusement l'impression que le champ de bataille et partout autour de nous, le capitalisme est devenu une sorte de champ de bataille et que les méthodes prouvées au combat peuvent vraiment aider. Et en tant qu'entrepreneur, c'est le déclic, comment il s'est fait pour donner les conférences et tout? Alors, comme je te disais, moi, ma mère est de Montréal, donc il y a ce côté un peu nord-américain. Dans l'armée, c'est quand même pas l'endroit où ta fibre entrepreneuriale peut vraiment s'exercer, même si j'étais toujours un petit peu à essayer d'inventer des petites idées, des petits concepts. Moi, j'ai toujours eu ça en moi d'une certaine manière et j'ai vraiment pu l'exprimer en sortant de l'armée. Et mon objectif, après 13 ans de service, c'était à la fois d'être pilote de ligne et créer quelque chose à côté. Et la manière de l'exprimer, ça a été dans le partage initialement, le faire un petit peu en side job, de pouvoir partager ces méthodes de l'aérien. Et plus j'ai entrepris, recruté, tout ça, plus ça m'a plu. Et après, c'est un engrenage. Je pense que c'est une sorte de cercle vertueux. Quand tu fais ce que tu aimes, tu as envie de le faire de plus en plus, les gens le sentent et ça marche de mieux en mieux. Donc c'est une sorte d'engrenage dans laquelle j'ai mis la main en sortant de l'armée et c'est en train de me prendre tout l'avant-bras et bientôt le torse, j'espère. Et les grands principes qui caractérisent tes conférences en tant que conférencier, en tant que même aussi comme youtubeur? Alors les grands principes, on va dire la thématique va dépendre un petit peu du client ou de ce qu'on recherche. Ça peut être autour de nouvelle approche du leadership, du followership qui consiste à être un bon équipier. Si tu regardes dans Top Gun, Maverick, c'est pas un leader, c'est l'équipier à l'intérieur de la patrouille. Donc on a souvent tendance à l'oublier. On a une société qui glorifie beaucoup le leader, mais qui a tendance à ne pas assez former les followers. Donc ça c'est un point très important, qui est très très important dans une patrouille. Donc ça c'est souvent un point qui est intéressant. Un autre point, c'est la capacité d'auto-analyse. Quand tu prends une voiture, quand tu prends un avion, quand tu prends même un vélo, tu as cette tendance à savoir, à vérifier quelle quantité de pétrole se trouve dans les réservoirs et adapter ta conduite ou adapter ton voyage en fonction de cette quantité de pétrole. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que l'être humain, c'est un peu la même chose. Tous les matins, on se réveille avec une certaine quantité de pétrole et la puissance qu'on va pouvoir demander à notre moteur va avoir un impact direct sur la quantité de pétrole avec laquelle on s'est réveillé ce matin. Donc, il va peut-être falloir passer à la station, faire une petite sieste, faire des choses comme ça. Donc, tu vois, on peut
aller en fait dans la qualité de vie au travail, aller dans du leadership, followership, aller dans de la communication, tout est un peu lié. Donc le grand principe, c'est surtout le bon sens. C'est un retour aux bases, il faut faire simple. On a tendance souvent à faire très compliqué. Il y a une chose dans laquelle je suis intimement persuadé, c'est qu'à faire trop compliqué, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, nous on l'a vu au combat. Et quand on fait des missions de combat, quand on prépare des vols en Irak ou autre, quand on interagit avec nos clients, on essaie toujours de faire le plus simple possible parce que ça sauve des vies et c'est plus performant. Donc on vient apporter cette crédibilité de l'aérien, du combat de proven, qui est que n'ayez pas peur de faire simple, forcez-vous à faire simple et vous vous rendrez compte, c'est Léonard de Vinci qui en parlait, faire simple c'est pas forcément toujours le plus simple en tant que leader, mais ça c'est un autre problème. Et depuis quelque temps, tu as ta chaîne YouTube. Je crois que ça va très bien de ce côté-là. Hein? Tout à fait. Avec le confinement, en France, on est interdit de sortir. Ma femme travaillant en établissement de santé, moi j'étais obligé de rester à la maison avec les enfants. Je me suis dit comment est-ce que je pourrais partager. J'ai pensé au créneau du digital. Je me suis mis à partager autour de l'aérien. L'objectif c'était d'aérer les gens. Et une chose après une autre, une étude après une autre, je me suis mis à partager autour de méthodes autour de l'aviation, autour de films, par exemple Top Gun, est-ce que c'est réaliste, qu'est-ce qu'on peut en dire, toutes ces choses-là, autour d'enquêtes, d'accidents qui ont eu lieu et qu'est-ce qu'on en a appris, de méthodologie, de gestion de stress. Et en espace de maintenant, ça va faire 3 mois et demi, on a passé les 4 millions de vues. Je me retrouve en tête de l'influence francophone aéronautique, donc c'est assez incroyable et maintenant j'ai l'opportunité de rencontrer des gens et des milieux assez exceptionnels. Par exemple là je rentre d'une immersion de 3 jours auprès de contrôleurs aériens en région parisienne et donc c'est très enrichissant intellectuellement, relationnellement et ça me permet vraiment de commencer à toucher à une sorte d'écosystème avec le technique, l'humain, le digital, la transformation et également d'appliquer les méthodes que j'ai conceptualisé dans mon livre, de les appliquer en marketing, en développement numérique, et ça fonctionne. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir que ça marche même sur Internet. Cette logique de briefing, de débriefing, d'amélioration continue. Voilà, on s'est retrouvé avec on en a plus de 44 000 abonnés en très peu de temps, en partant de rien du tout et sans être connu, donc c'est assez sympa. Bravo et félicitations. Donc, on parle beaucoup d'aviation. J'aimerais quand même te poser quelques questions par rapport à l'aviation. D'abord et avant tout, est-ce que tu es plus super étendard ou Rafale? Lequel des deux tu préfères? Alors, moi je suis plutôt super étendard le matin et Rafale l'après-midi. Ça dépend ce que tu veux faire avec. C'est comme pour les voitures. Le super étendard c'est de l'ancienne génération, ça va être une vieille Porsche ou une vieille Corvette. Tu vas prendre ce genre de véhicule pour le plaisir de la conduite, pour le retour aux sources, pour vraiment sentir les efforts que tu mets dans le volant sur la route directement. Donc ça va être très sympa. Maintenant, si tu veux la haute technologie, la puissance, du 0 à 100 secondes le plus rapidement possible, tu vas prendre le Rafale et le plaisir ne sera pas le même. Le plaisir du pilotage est très présent dans le super étendard. Le plaisir de la puissance et l'accomplissement de la mission est plus présent sur le Rafale. Donc c'est pour ça, le matin, on commence gentiment, peu de super étendard, et l'après-midi, s'il faut aller faire la guerre, on prend le Rafale, il n'y a pas de question à se poser. Donc Rafale, on pourrait comparer ça à une Lamborghini ou à une Ferrari. Exactement, le Rafale, ce serait la toute dernière Lamborghini avec tous les automatismes qui vont bien, ou même une F1, toute nouvelle, dernière génération, avec toute l'équipe derrière, et au final... on va dire peut-être moins de poésie, moins d'artisanat, mais plus d'efficacité et de performance. Et est-ce que dans tes années de pilote de chasse, tu as été mis face à une situation où tu devais t'éjecter? J'ai eu cette chance-là, jamais. Moi, mon père était dans l'armée de l'air française, il s'est éjecté en 83, mais j'ai eu la chance d'avoir des avions qui m'ont toujours ramené à mon port. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de panne, des emergencies, des mayday, j'en ai eu pas mal à gérer dans ma carrière, mais ça s'est toujours bien passé. C'est pas passé loin, une fois, j'en reparlerai dans pas très longtemps sur ma chaîne YouTube où en super étendard, je me suis posé avec 40 kg de pétrole restant, ce qui est à peu près 30 secondes de vol plein gaz, donc c'était pas une situation d'avenir. Mais sinon, non, j'ai cassé mon avion à l'appontage. Ça, c'est une vidéo qui a bien marché d'ailleurs, je l'explique sur la chaîne YouTube.
le train avant s'est cassé à l'appontage. Mais non, j'ai eu cette chance-là, et maintenant étant dans la ligne, j'ai envie de dire que j'espère ne pas avoir à m'éjecter puisqu'il n'y a pas de siège éjectable. Donc l'objectif sera de ramener l'avion à bon port avec tous les passagers en toute sécurité. Mais l'avantage de l'avion de ligne, c'est que ça plane. Contrairement au Rafale, un Rafale ne plane pas très bien, c'est un fer à repasser, hein, c'est une aile delta. Par contre, un avion de ligne plane, donc on peut le ramener normalement en panne complète. Et justement, il est question de pilote de ligne. C'est quoi les responsabilités générales, on pourrait dire, d'un pilote de ligne? Donc le pilote de ligne ont un alignement énorme vis-à-vis de la sécurité. C'est vraiment sécurité, sécurité, sécurité. Après, derrière, fonction de l'avion sur lequel on vole et du type de ligne, on va être sur des contraintes opérationnelles, de respect du timing et de confort, et après également d'environnement. Ce sont vraiment les points sur lesquels on vient s'aligner. Donc essayer en toute sécurité, même en toute sécurité, de délivrer nos passagers à l'heure, dans une situation de confort. Derrière, c'est ça qui est intéressant également, c'est qu'on prend notre plaisir non plus dans le pilotage, mais dans l'accomplissement de la mission, donc en garantissant une sécurité et une bonne expérience pour nos passagers. Et personnellement, je sais que j'aime bien avoir une sorte de contrat moral vis-à-vis des gens que je transporte, mais également vis-à-vis de leur famille, parce que ce sont des familles qui nous confient leurs proches, et j'aime beaucoup donner du sens à mon métier de pilote de ligne, dans cette confiance qui nous est donnée, d'avoir la chance de transporter ces gens, parce que si quelque chose se passe mal, c'est surtout les familles qui seront impactées malheureusement. Merci beaucoup Pierre-Henri Chuet, alias AT, et puis c'était très éclairant, donc je te souhaite bon vol en espérant que c'est pour bientôt, et je vous dis à la prochaine. Eh ben merci beaucoup Paul Robert, drive safe, hein. Je sais que tu aimes bien les sports automobiles, et puis fly safe aussi, au plaisir de se croiser au Québec, avec grand plaisir, et je compte bien revenir dans pas très longtemps, quand il fera un peu moins chaud chez vous. J'aime bien la neige quand même. On se le souhaite. Merci beaucoup Pierre-Henri.